Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Boss, le rendez-vous des patrons et des patronnes. Et là, je suis ravie d'accueillir pour ce nouveau numéro Patricia Chaplotte. Bonjour. Bonjour. Donc, tu es directrice générale Hopscotch Décideur, donc agence spécialisée conseil en communication influence de dirigeants. Alors pour cette émission, on va avoir une première partie, donc David rencontre Goliath, où tu feras face à une start-up qui sera là à distance. Ensuite, il y aura la partie en coulisses, qui est une interview dans laquelle on va vraiment parler un petit peu de ton parcours de dirigeant, ton quotidien. Et on terminera par l'interview chrono, qui est donc une série de questions-réponses très courtes. Ok. Merci encore d'avoir accepté l'invitation. Et maintenant, on va pouvoir passer à la séquence David rencontre Goliath. Donc, la start-up qui va te faire face, c'est Swelo, donc une solution qui permet de gérer l'ensemble des réseaux sociaux. Et donc, je suis ravie d'accueillir à distance son PDG, Jonathan Noble. Bonjour, Jonathan. Bonjour Charlie. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je sais que tu es à Toulouse. Écoute, alors, Swelo, c'est quoi? C'est une boîte à outils aujourd'hui? C'est une agence de stratégie en réseaux sociaux? C'est les deux? Est-ce que tu peux dire un peu plus? Bien sûr, on est basé à Toulon, dans le sud de la France. C'est de l'autre côté, mais c'est un petit peu pareil. Du coup, Swelo, c'est une plateforme qui permet aux communicants à gérer au mieux leurs réseaux sociaux. Donc, c'est un outil qui permet aux community managers, social media managers de faire de la veille, de la programmation et de l'analyse sur Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram et bientôt TikTok. Merci. Patricia, ça c'est des outils que vous utilisez, vous, dans l'agence? Alors, on agit sur les réseaux sociaux de nos clients. Donc, on peut gérer le compte Twitter X de certains de nos clients, de certains patrons qui viennent nous voir. On peut, après, on a une structure, je ne sais pas si notre ami la connaît, il y a une société qui s'appelle Human to Human qui est spécialisée chez Hopscotch, qui ne fait que de la veille sur les réseaux sociaux. Mais c'est pas, si j'ai compris, il n'y a pas une plateforme aussi innovante peut-être que ce que vous avez, vous, Swelo. Mais en tout cas, si on ne touche pas aux réseaux sociaux, c'est que vraiment il faut qu'on change de métier et qu'on aille à la pêche. Donc, parce que tout ce qui se dit sur nos clients, on le regarde dans la presse, c'est relayé sur les réseaux. Et puis nous-mêmes aussi, on pousse nos clients à relayer leurs éléments de langage, leurs convictions, leurs engagements sur les réseaux. Donc on fait de la veille, mais il y a une structure à part qui fait ça très bien chez nous. Mais pas peut-être comme aussi innovante que vous. Mais on est encore un peu dans l'humain, les mains dans le cambouis. Tu confirmes, Jonathan? C'est vrai que de notre côté, en fait, donc nous on développe cet outil qui est utilisé par des structures telles que les vôtres. Et grâce justement à cet outil, ça permet d'aller un petit peu plus loin sur cette veille, sur cette programmation pour gagner du temps justement dans le quotidien avec le calendrier éditorial, etc. Et la partie analyse, donc sur l'analyse des résultats, tout simplement, des retombées des posts sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, une entreprise, Jonathan, elle est obligée, elle n'a pas le choix, elle doit être sur les réseaux sociaux, que ce soit à la fois une marque de mode, je caricature, donc très B2C, versus une entreprise de cybersécurité? Alors, je pense que c'est un tout petit peu à nuancer, c'est-à-dire qu'il y a certaines entreprises qui s'en sortent sans réseau, mais c'est vrai que ça devient quand même incontournable. Maintenant, le conseil que je pourrais donner, c'est de ne pas forcément aller partout. Il faut aller là où il y a vos cibles, et en fonction des moyens que vous allez avoir, vous allez peut-être être uniquement sur un ou deux réseaux, ceux où justement vos cibles se trouvent. C'est ce que vous nous, le complément par rapport à ce que fait Swelo, c'est que justement, nous, on est plutôt dans le rôle de conseil. Donc, nous, on va plutôt conseiller à nos clients. Voilà, un client très corporate, très institutionnel, on va plutôt lui proposer de faire des posts sur LinkedIn. Des clients qui sont peut-être plus lifestyle, grand public, on va leur dire d'aller plus sur Instagram ou TikTok, etc. Donc, nous, on fait la partie conseil. Et après, en général, on délègue à des spécialistes qui sont au sein de l'agence Hopscotch pour vraiment animer, construire une vraie stratégie. Et je suppose qu'ils doivent peut-être utiliser des outils comme les vôtres. En tout cas, j'ai bien parlé de Swelo hier avant de venir à nos amis de Human to Human. Et Jonathan, on a beaucoup parlé de Twitter ces derniers mois avec l'actualité du rachat par Elon Musk. C'est quoi, toi, entre guillemets, ta religion sur Twitter, /X maintenant? Tu dis à tes clients, non, c'est plus la peine. C'est quoi un peu la recommandation? C'est un vaste sujet. C'est vrai que nous, Twitter X, ça a été le premier réseau sur lequel on est allé lorsqu'on a créé Swelo. Tout est parti de là à l'époque, il y a 13 ans. Aujourd'hui,
Ça va dépendre encore une fois de la typologie. Nous, on travaille beaucoup avec du public puisqu'on équipe notamment l'ensemble des ministères, ambassades, académies, villes, etc. Cette typologie de clients sont aujourd'hui encore sur X. Ça reste quand même l'instantanéité, ça reste quand même voilà, un média chaud. Maintenant, je pense qu'il faut surveiller. Il faut quand même surveiller ce qui va se passer. Elon Musk a beaucoup d'idées. On est ou pas d'accord avec ses idées. Ça, c'est encore autre chose. Mais il faut surveiller pour des marques peut-être plus B2B, comme peut-être plus du LinkedIn, qui est un réseau social qui est très fort en ce moment. TikTok aussi, hein, depuis le confinement, qui a pris beaucoup d'ampleur. Ce n'est plus que un public jeune. Maintenant, il y a tout âge. Donc voilà, en fonction des cibles, en fonction de la typologie d'entreprise, on va ou pas sur tel ou tel réseau social. En tout cas, sur ce qui est du public, typiquement, X reste un média intéressant. Toi, c'est plutôt Twitter. Oui, Twitter, nous, on travaille beaucoup aussi, on fait des affaires publiques, donc on travaille aussi avec les politiques, et les politiques, ils sont tous... Les journalistes et les politiques sont quand même majoritairement sur Twitter, donc c'est bien aussi d'aller là où ils sont pour leur envoyer des messages et qu'on puisse jouer les interactions. Voilà, mais effectivement, X est un réseau social qu'on observe, on regarde un peu ce qui s'y passe et... Voilà, et on attend de voir un petit peu comment ça va évoluer avec Elon Musk. La prochaine décision qu'il va prendre. Et Jonathan, c'est quoi un peu, s'il y a deux tendances un peu sur les réseaux sociaux là, qu'il faut regarder particulièrement? En ce moment, et de plus en plus, ça va être déjà la transparence. C'est vrai que ce soit autant pour du B2B que à titre individuel, on aime de plus en plus, enfin on a toujours aimé, mais encore plus maintenant, ce côté transparent, ce qu'on appelle aussi le build in public. Donc en fait, je crée par exemple ma boîte et je vais donner toutes les étapes, les points forts comme les échecs, donc ce qui fonctionne pas. Ça, c'est vrai que c'est une tendance qui marche pas mal. En termes vraiment réseaux sociaux, purement réseaux sociaux, il y a aussi l'UGC, donc le contenu généré par des utilisateurs qui prend de plus en plus d'ampleur pour les marques. On fait peut-être moins appel à des influenceurs, même si ça marche toujours, l'influence, surtout quand c'est bien fait, mais également ou en plus à des créateurs UGC, donc des personnes comme vous et moi. On va recevoir un produit, faire une sorte de publicité avec, donc on est vraiment comme une personne lambda, et puis après ce contenu va être sponsorisé et ça va faire, et ça marche bien, et ça va faire grand bruit sur les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est deux tendances, il y en a encore plein. On a notamment l'AI, c'est un gros sujet, tout ce qui est intelligence artificielle, et ça peut être vraiment un outil très intéressant. Et bien d'autres éléments. Bon, vous pourriez travailler avec Swello. Ah mais sûrement, on va se rappeler, on pourrait sûrement travailler ensemble. Nous, on fait très attention aussi à tout ce qui est fake news, à tout ce qui est... On fait de la com de crise, donc on veille énormément, parce qu'il peut y avoir une fausse information qui parte, qui soit relayée d'une manière inappropriée. Donc on essaie aussi de faire en sorte que nos clients veillent aussi à ce qu'il soit posté. On essaie de faire des posts aussi, on essaie d'avoir un peu d'éthique et de déontologie dans ce qui est raconté. Et en tout cas, si ça passe par nous, on essaie de faire très attention à ce qu'on y raconte et de veiller les fake news qu'il peut y avoir sur nos clients également. Super, merci beaucoup Jonathan d'avoir témoigné à distance. Et maintenant, on va pouvoir passer à la séquence en coulisses. Alors avant de monter ton agence de communication, dont on parlera après, donc Albera Conseil, tu as été notamment conseillère en communication dans le monde politique. Alors Jean-Claude Gaudin, l'aménagement des territoires, Dominique Perben, qui était garde des Sceaux. Est-ce que la politique, c'est une bonne école pour se plonger dans le bain de la communication ? C'est une bonne école. Alors, il ne faut pas faire que ça. Moi, j'ai fait le monde économique, la vie des agences et le monde politique pour construire après, créer mon agence. Mais la politique, oui, parce qu'on nous apprend à faut aller vite. Parce qu'on a, et encore plus aujourd'hui, moi j'étais rythmée avec les 13h, les 20h, donc tous les jours, les matinales, etc. Donc on est obligé d'aller vite, on est obligé de répondre vite quand il y a des crises. Et au ministère de la Justice, il y en a tous les jours. Donc c'est une bonne école pour aller vite. C'est une moins bonne école pour travailler le fond et travailler la stratégie. De temps en temps, on agit un peu vite et on est moins stratège. Est-ce qu'il y a une rencontre, deux rencontres qui t'ont marqué durant ces années en politique ? Alors, déjà, j'ai travaillé avec deux ministres qui étaient super, parce que Jean-Claude Gaudin, c'était quand même le maire de Marseille, avec son accent, sa faconde, qui avait beaucoup de recul par rapport à son métier de ministre. Donc ça a été pour moi un plongeon dans le bain d'un cabinet ministériel avec un homme incroyable, et puis avec Marseille en toile de fond, qui était quand même, si on n'était pas on parlait pas un peu le marseillais, on faisait pas partie de l'équipe. Ça m'a beaucoup marqué. Et puis au ministère de la Justice, j'ai découvert le monde des magistrats.
magistrats. J'ai rencontré des magistrats incroyables. Un métier, on les regarde un peu, on a un peu peur d'eux, on se demande, ils ont quand même un pouvoir sur nous quand il nous arrive quelque chose. Voilà, donc j'ai rencontré un monde que je ne connaissais pas, que j'avais pas une super image des magistrats. Et quand on arrive place Vendôme et qu'on se plonge dans cet univers-là, voilà, et j'ai été fascinée par le monde des prisons. Voilà. Moi, j'ai pas raté une visite de prison du ministre parce que je voulais comprendre ce qu'était cette espèce de monde un peu inconnu avec beaucoup de choses à améliorer, avec aussi une réalité de dire que quand on met les gens en prison, c'est qu'en général, sauf erreur judiciaire, ils ont fait des choses. Donc, c'était très, très fascinant de découvrir cette espèce de monde un peu fermé qu'est le monde des prisons. Et alors, après, bien plus tard, 2004, tu décides donc de quitter le cabinet de Dominique Perben pour créer ensuite Albera Conseil. Ça a été quoi le déclic ? J'ai toujours eu envie d'être chef d'entreprise. En fait, ma vie, c'est la passion pour le monde politique et la passion pour l'entrepreneuriat. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on y reviendra, mais j'ai créé un événement qui s'appelle Parole aux décideurs, pour qu'un décideur politique parle aux décideurs économiques. Ces mondes-là, il y a encore 10-15 ans, ne se parlaient pas. Et quand on rédige des lois, on a beau aller voir les ministres, les conseillers dans les cabinets, il y a deux mondes. Voilà. D'ailleurs, il y a eu à un moment donné des parlementaires qui ont été faire des immersions dans la vie des entreprises. Donc c'était vraiment ce besoin d'être entrepreneur, puis de diriger un peu. On dit que les femmes ont un problème avec d'exercer le pouvoir. Moi, je voulais voir ce que ça faisait quand même d'être chef. Et alors, c'est quoi un peu une chef, une directrice d'agence de communication, c'est quoi un peu la journée type, si on peut dire, ou tu vas peut-être me dire qu'il n'y en a pas, justement? Les journées type, alors quand j'étais dans ma petite agence, c'est différent aujourd'hui, maintenant que je suis chez Hopscotch, mais je crois qu'on développe un espèce d'instinct de survie constant, parce qu'il y a toujours un truc qui ne va pas, et quand on est dans une petite boîte, il y a un collaborateur qui est malade le jour où on a une super présentation à faire chez le client et on n'a pas forcément le plan B qui va bien, donc il faut le trouver en moins de 2 heures. On a la chaudière qui tombe en panne au moment où tout le monde, voilà, où on a un super truc à rendre. Voilà, moi, j'avais pas de directeur des affaires administratives et financières. Donc, quand on est patron d'une petite boîte, on fait tout. Et quand je dis, dans les grosses boîtes, il y avait des gros téléphones, il y avait des boutons pour lesquels on appuyait. Moi, j'avais pas de bouton. Enfin, au bout du bouton, c'était moi. Et on fait tout. Donc ça, voilà. Puis on perd un client. Donc on est au fond du trou. On rentre chez soi le soir. On a perdu un client. Donc en fait, on est constamment en train de se renouveler, d'attendre la tuile qui va nous tomber dessus sur la tête, mais avec plein de satisfaction également, parce que c'est un métier... Être patron, c'est un métier passionnant. Mais il faut avoir un ADN de warrior, quand même. Ça. Ouais. Alors j'ai vu dans une tribune au JDD, tu racontais que donc, tu as vu débarquer beaucoup de dirigeants, d'entrepreneurs, alors aux dents longues, je te cite. Alors tu avais des demandes assez osées comme « Allez, je veux que tu fasses de moi le Séguéla du web ». Qu'est-ce que tu répondais à tous ces hommes quand ils se présentaient ? Oui, c'est vrai que quand une femme vient voir une agence de com ou quand un homme vient demander conseil à une agence, souvent c'est un peu différent. Alors bien sûr, c'est qu'ils veulent qu'on parle d'eux d'une manière générale et ça, c'est notre métier. Mais c'est vrai que les hommes, c'est... bon, alors, attendez. Donc, moi, il y en a un jour qui me dit, bon, alors, je veux aller sur Europe à telle heure, je veux faire telle radio, je veux faire telle télé. Alors, pour le 13h, pour le 20h, mais j'ai attendez avant, c'est très sympa qu'on voit un petit peu ce que vous avez à raconter, etc. Donc, celui qui voulait être le Séguéla du web, je dis, écoute, ok, mais déjà, on va essayer d'un peu avancer. Non, mais voilà, c'était hyper drôle de voir des hommes politiques qui se voient très, très vite, Premier ministre, président de la République, comment vous pouvez faire de moi un homme politique de premier plan ? Oui, mais on va travailler, on va essayer de construire le fond, le charisme aussi, il y en a qui ont beaucoup de charisme, d'autres pas. Voilà. Il y a tous les petits ingrédients qui font que c'est une multitude de choses qui fait qu'une personne peut devenir influente et leader, en fait. Justement, je disais aussi, j'ai lu, l'influence, c'est pas forcément le pouvoir visible et clinquant, c'est agir, même quand ça se voit pas. Pour toi, c'est qui est le plus influent, l'homme, la femme politique ou le grand patron, grande patronne ? Alors, je serais tentée de dire que pour moi, je pense que certains grands patrons ont plus de pouvoir que les politiques. On va prendre, pour ne pas le citer, Bernard Arnault, on va prendre François Pinault, on va prendre aussi Xavier Niel. Enfin, tous ces grands patrons dont on parle, ils ont un pouvoir phénoménal. Ils ont plus de pouvoir qu'un ministre.
voire qu'un Premier ministre. D'abord parce que c'est leur boîte en général. Alors certains, on les ont créés, donc voilà, certains peuvent être dans des grands groupes et ils peuvent être limogés, licenciés du jour au lendemain, mais la vie de l'homme politique est beaucoup plus précaire. Vous êtes garde des Sceaux, vous êtes premier ministre ou première ministre, et le lendemain, le président décide de changer, vous repartez avec vos cartons, la photo de vos enfants sur le bureau, et puis moi j'ai vu quelques ministres attendre le bus 8 jours après avoir quitté un ministère, et j'étais en voiture et je vois un ministre, je ne citerai pas, qui était à l'arrêt de bus, et je me dis, et il y a une semaine, il avait le chauffeur, l'officier de sécurité, donc les patrons, ils sont installés dans les entreprises, on les juge sur du tangible. Un homme politique, quelquefois, vous sautez parce que Hervé Guémard, il a eu un très grand appartement qui coûtait très très cher parce qu'il avait 8 ou 9 enfants. Bon, ça a été mal géré, il a été viré du gouvernement, donc les patrons, c'est plus carré. Carré, ouais. Et alors, tu as créé aussi, il y a plus de 10 ans, le Cercle des femmes d'influence, puis le prix des femmes d'influence. C'était comment de créer un club féminin il y a plus de 10 ans ? C'était, je me disais, on ne parle pas assez des femmes qui créent des boîtes. Et j'étais allée au Women's Forum qu'a créé Aude de Thuin, et j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé qu'elle avait une idée incroyable, etc. Puis au bout de 3 fois, je me dis, mais en fait, on voit toujours les mêmes. Et on voit des femmes qui sont plutôt... Areva, Anne Lauvergeon, pour ne pas la citer, Mercedes Serra, etc., qui ont toutes eu des diplômes HEC, l'ENA, Polytechnique. Et moi, j'étais avec ma petite boîte de 15 collaborateurs, mes copines, et on se dit, mais nous, on a créé nos boîtes. Il y a des patronnes d'industrie en province qui gèrent des boîtes de 200, 300 personnes. On ne parle jamais d'elles. Donc, c'est pour ça que j'ai créé ce cercle, pour parler de la création d'entreprises et mettre en avant des femmes qui n'étaient pas les 10 ou 15 qui cannibalisaient l'espace médiatique de l'époque. Parce que franchement, maintenant, il y a beaucoup de femmes qui ont créé des start-up, mais il y a 10-15 ans, il n'y en avait pas autant. Et c'était... il y avait très peu de femmes qui parlaient dans les médias et qu'on voyait. Et ma fille n'a pas fait ni HEC ni l'ENA. Donc je voulais qu'elle ait d'autres modèles. Et justement, est-ce que tu as vu un peu les femmes évoluer dans leur communication ? Est-ce que maintenant elles le font plus ? Elles le font mieux ? Ou pas du tout ? Si, je pense que les femmes ont compris qu'il y a faire et faire savoir, formule très simple mais assez compréhensible. Et puis le développement des réseaux sociaux aussi fait qu'on peut être son propre média, ouvrir un compte Twitter X, être sur Instagram, on crée son média. Moi, je travaille pour mes clients, je fais des relations avec la presse, mais de temps en temps, je leur dis un tweet ou un post LinkedIn ou Instagram bien foutu, avec une vraie actu bien relayée, tout aussi important qu'un papier dans l'Opinion ou le Figaro. Alors, tu as aussi écrit un livre sur les femmes, alors sur des premières femmes, et tu as aussi écrit un livre donc, de Kerviel à Clearstream, l'art de communiquer lors des grands procès. Pour toi, le livre, c'est le meilleur outil de communication qui existe. Le livre est un bon outil de communication. C'est vrai que souvent, on le préconise à nos clients. Kerviel, je m'étais occupée de la com de Jérôme Kerviel, qui était quand même un procès qui avait été pour le moins médiatisé dans le monde entier. Ensuite, j'ai travaillé sur le procès Clearstream, et je me suis rendu compte, sortant de ce ministère, que j'ai fait ma propre communicante, et je me suis dit, il n'y a jamais eu de bouquin écrit sur la com judiciaire. Donc c'était un challenge que je me suis donné, imposé, parce que je ne savais pas comment on faisait pour écrire un livre. Enfin, j'ai appelé un éditeur, j'ai posé un peu mes idées, et puis c'est parti comme ça. Mais c'est un bon sujet, parce que grâce à ce livre, j'ai fait des plateaux de télé, j'ai fait des émissions, je l'ai envoyé à des journalistes, et en fait, écrire un livre... Voilà, même si c'est pas le Goncourt, mais ça permet d'asseoir un petit peu l'ADN d'une personne, d'une entreprise, et de faire passer des messages. Sur un sujet, oui. Sur un sujet. Et tu as aussi toujours un œil sur la politique, tu en as un peu parlé. C'est important, tu trouves, pour toi, d'être toujours de naviguer entre ces deux sphères ? C'est important d'abord parce que chez Hopscotch Décideurs, on a développé ce qu'on appelle des affaires publiques. Donc des affaires publiques, c'est être en relation avec le monde institutionnel, la sphère publique et politique, aussi bien la haute administration que les ministères, que le Parlement, l'Assemblée, le Sénat, pour nos clients. S'il y a un texte de loi qui va intéresser un de nos clients, on va pouvoir faire de la veille, on va pouvoir essayer de faire passer des messages, de dire, écoutez, voilà, vous êtes en train de réformer telle structure, réformer, je sais pas quoi, la réforme du
commerce, réforme de tout un tas de choses. Donc fatalement, moi, j'ai une passion pour la politique. Alors tout le monde dit beaucoup de mal des femmes et des hommes politiques. Et en fait, je me rends compte que c'est des gens qui bossent beaucoup, qui ont quand même un dévouement pour leur pays. Voilà, on ne peut pas dire qu'on devient milliardaire quand on est homme ou femme politique. Donc ils ont un dévouement, ils font les choses. Alors je trouve que c'est bien de faire le lien. Et chez Hopscotch Décideur, nous, on fait le lien entre certains clients qui viennent nous voir et cette sphère politique. On a travaillé pour les médecins réanimateurs pendant la crise du Covid, parce qu'ils considéraient qu'ils n'étaient pas assez écoutés pendant cette crise sur l'organisation de la réanimation. Bon, on a fait le lien, on les a mis sur les plateaux de télé, on a fait de liens avec le ministère de la Santé, on a envoyé des notes à l'époque au ministre Olivier Véran, et on a fait bouger les lignes grâce à ça, parce qu'ils ont pu faire passer leur message, et ils ne savaient pas trop comment faire. Voilà, donc c'est important de faire ce lien. Alors, tu as aussi déclaré dans une interview, tout ce qui est radical ne me plaît pas. Est-ce qu'il y a des personnalités, que ce soit politiques, que ce soit des chefs d'entreprise, où tu dis non, je ne travaillerai jamais avec elles? Oui, il y a des personnalités politiques avec lesquelles je ne travaillerai jamais, soit parce qu'ils portent des valeurs qui ne sont pas les miennes, ou soit parce que vous vous retrouvez, ça m'est arrivé, face à un homme politique, et vous le regardez, il vous parle d'une manière un peu... pas sympa, justement. Bon, alors, je veux Europe 1, je veux machin, je veux truc, je veux bidule. Voilà, il y a des gens... C'est très... On fait du conseil, on échange avec les hommes politiques, on essaie ou femmes politiques, de travailler avec eux sur les messages qu'ils ont apportés, savoir comment ils peuvent influer le débat public, en tout cas faire passer leur message. Donc, si on n'a pas d'affinité avec cette personne que l'on conseille, on a le sentiment qu'il ne va pas vous écouter... Bon, on sait qu'on va aller dans le mur, donc autant ne pas le faire. Et alors, tu es passionnée des grands débats publics. Est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué ces dernières années, plus qu'un autre? J'ai été très impressionnée, parce qu'on va revenir un peu sur le sujet des femmes, quand Macron a fait sa tournée après les Gilets jaunes, qu'il a fait les grands débats dans toute la France. J'ai regardé le débat qu'il avait fait sur le thème des femmes dans une espèce de, je sais plus, une espèce de grande salle, grand gymnase où il y avait que des femmes. Et j'ai vu notre petit président de la République au milieu de ces femmes sans notes, sans rien. Je l'ai trouvé super bon, surtout quand il y en a une qui l'a interrogé sur les règles des femmes, sur la problématique des femmes qui vivent dans la rue, voilà. Et ouais, j'ai trouvé que c'était un moment où je me suis dit, c'est la première fois que j'entends un président de la République parler des problèmes de menstrualité des femmes. Je trouvais ça plutôt pas mal. Ça veut dire que le monde bougeait. Alors, en 2020, et on a parlé un petit peu d'Hopscotch, mais elle a racheté en fait ta boîte Albera. Est-ce que ça te manque, l'entrepreneuriat, aujourd'hui? Ça ne me manque pas parce que Frédéric Bedin, qui a créé Hopscotch avec 3 autres associés, est un entrepreneur dans l'âme. Et on se connaissait déjà avant, on se croisait au MEDEF, aux rencontres des entrepreneurs de France, et on avait en projet qu'un jour on travaillerait ensemble. Et donc j'ai retrouvé chez Hopscotch cet esprit entrepreneurial. Donc je suis directrice générale d'une filiale, je suis bien sûr dans ce groupe, mais on est très libre en fait. On a notre stratégie, on la discute, voilà. Je travaille beaucoup avec Benoît Devaux. Ils sont super sympas, ils sont entrepreneurs dans l'âme. Donc quand ils m'ont acheté, ils savaient que j'avais une âme d'entrepreneur, et je continue à la garder tout en étant respectant les règles d'un grand groupe. Et je m'y suis fait assez facilement, alors que je me suis dit, mais je vais être trop rebelle pour aller dans une boîte, quand on a dirigé 16 ans sa boîte. Et finalement, on y est bien parce qu'on nous laisse un peu libre, en fait. Et tu as changé, du coup, ton quotidien? Tu n'as plus besoin d'aller réparer les chaudières? Non, alors je ne répare plus les chaudières. Il y a une direction RH, une direction financière. Voilà. Donc ça, les choses matérielles sont gérées. Après, l'humain reste le même. Il y a toujours des complexités à faire des équipes qui soient harmonieuses, des gens qui s'entendent, des gens qui ont envie de travailler ensemble, qui ont l'ADN un peu la même que la mienne, d'être un peu... voilà, on vient travailler le matin... et on repart le soir. À l'issue du mois, on a son salaire. Donc, bien sûr, on vient pour gagner de l'argent, pour gagner sa vie, ce qui est totalement légitime. Mais il y a ceux qui ont un peu plus la flamme, qui aiment leur métier, qui sont passionnés, qui apportent des idées, qui ont envie de faire bouger les lignes. Là, on a créé, par exemple, une offre qu'on appelait Décideur Territoire. Moi, je dis aujourd'hui à plein de patrons, arrêtez de penser qu'il faut parler au Figaro, au Monde, aux Échos.
il y a la Voix du Nord, il y a Ouest France, il y a la Provence. Allez parler aux Français au plus près d'eux et parler à la PQR. Bon, ça, c'est une offre qu'on a réfléchi, j'ai pensé, tout le monde a dit ok, c'est top, on l'a lancé et ça marche super bien. Alors bon, tu gères la communication, l'influence de nombreuses personnalités. Comment tu gères la tienne ? Ma com, je suis là aujourd'hui. C'est compliqué parce que justement, c'est compliqué de gérer sa propre communication. Alors, de temps en temps, on essaie justement de voir pour porter la marque Hopscotch, notamment. C'est important aussi que les dirigeants puissent s'exprimer, aller sur des plateaux. Et je suis ravie d'être chez Bismart aujourd'hui. Mais on est les cordonniers toujours les plus mal chaussés. On s'occupe d'abord des autres. Alors, pour le prix de la femme d'influence qui a lieu tous les ans, là, j'ai quelqu'un qui s'occupe vraiment spécialement des relations presse du prix et donc et de moi également pour qu'on ait un peu plus encore dans la lumière. Je m'applique à moi-même ce que je dis à mes clients. C'est bien aussi d'avoir des articles pour expliquer pourquoi on a fait ce prix, à quoi il sert et là où on veut aller. Mais un peu moins réseaux sociaux. J'ai été voir un peu avant, pas très active peut-être. Alors sur Twitter, pas trop. Je suis plutôt sur Instagram, mais j'ai fermé, c'est un compte privé et j'essaie sur LinkedIn. Alors il y a un compte Instagram sur les femmes d'influence et sur X qui est beaucoup plus animé que le mien, mais c'est vrai aussi qu'il faut que je fasse des progrès et que, encore une fois, on s'occupe des autres et moins bien de soi. Merci Patricia. On va pouvoir passer donc à la troisième séquence, l'interview chrono. Alors, si tu devais choisir de travailler avec une de ces deux femmes politiques, ça serait laquelle ? Sandrine Rousseau ou Marine Le Pen ? Très dur. Franchement, c'est très dur, parce que je connais un peu Sandrine Rousseau, j'ai aperçu une ou deux fois Marine Le Pen, j'ai envie de dire, Marine Le Pen, quand on la voit en vrai, et qu'on discute avec elle 5 minutes, ce qui m'est arrivé dans la couloir d'une émission de télé, je l'ai trouvée plutôt rigolote. Sandrine Rousseau, c'est très compliqué. J'ai discuté avec elle, mais aujourd'hui, je trouve qu'elle a pris des postures qui sont assez extrémistes. Peut-être, je ne sais pas si c'est autant ou pire, j'en sais rien. J'ose répondre, mais c'est un peu la question piège. La question piège. Alors, est-ce que tu peux me citer un entrepreneur ou dirigeant français ? Plein. Moi, évidemment, pour moi, Bernard Arnault est quand même un homme incroyable parce que au-delà qu'il soit milliardaire, ça on s'en fout un peu. C'est surtout qu'il a racheté des marques et qu'il fait rayonner la France, qu'il emploie beaucoup de gens. Mais François Pinault de la même manière, ils sont. Enfin voilà, moi j'ai une grande fascination pour les patrons. Alors tes dernières vacances ? Alors mes dernières vacances, c'est le Perche et la Grèce. Ton appli que tu utilises le plus ? Mon appli que j'utilise le plus, c'est laquelle ? La SNCF Connect, parce que je prends le train. Allez. Elle est bien. Alors, plutôt LinkedIn, Instagram ou TikTok ? Moi, je suis Instagram, j'adore. Si tu devais écrire un nouveau livre, ce serait sur quel sujet ? Alors, je pense que je reparlerai des femmes. Et je pense que, je ne sais pas, j'avais plusieurs idées. Alors, soit des femmes, ou soit de la relation amoureuse. Bon, voilà. On suivra ça. Merci beaucoup à Patricia d'avoir joué le jeu pour cette émission. Et puis, merci à vous d'avoir suivi ce nouveau numéro. Et je vous retrouve, pas la semaine prochaine, mais la semaine suivante pour une nouvelle émission. Au revoir.